aujourd'hui de la vision du préjugé de couleur par un missionnaire en Afrique sous la Troisième République. Et d'abord, qu'appelle-t-on un préjugé de couleur? C'est le fait de sous-estimer celui qui n'a pas la même couleur que soi ou de le juger comme indigne d'égard avant même de le connaître et d'avoir tenté de l'apprécier. Sous d'autres noms, ce préjugé de couleur est en circulation dans le monde depuis toujours, écrit le missionnaire Francis Oppiet dans un ouvrage collectif intitulé « L'homme de couleur », paru chez Plomb à Paris en 1939. Alors le père Francis Oppiet, on en a déjà parlé, est un missionnaire qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 30 notamment, 30-40, et pour avoir défendu les Noirs, leur identité et leur culture. Le religieux sait de quoi il parle puisqu'il a vécu au milieu des Noirs d'Afrique de l'Ouest, pour l'essentiel au Dahomey, de 1903 à 1926, date à laquelle, de retour en France, il mène une véritable campagne pour la réhabilitation de la culture et de l'identité africaine. Il organise des conférences expositions d'art nègre et étudie l'ethnologie. Il réalise les premiers films ethnographiques de l'Afrique noire en 1930. Mais sa campagne pour la reconnaissance africaine, dans laquelle il dénonce le travail forcé et les méfaits de l'administration coloniale sur la moralité des indigènes, lui vaut l'hostilité des autorités politiques françaises, qui obtiennent qu'il soit destitué de sa charge de provincial des missions africaines de Lyon en 1931 et interdit, bien sûr, de séjour en Afrique. La punition durera 6 ans. En 1937, le père Oppiet est réélu provincial et il est reçu à l'Académie des sciences coloniales en 1939. Il sera aussi élu député du Dahomey-Togo à la demande de ses amis noirs en 1945, aux côtés de son ancien élève, Soupou Apiti. Curieusement, il décède peu de temps après, à son retour en métropole, juste avant d'avoir pu siéger au Palais Bourbon. Voilà donc résumé rapidement la biographie du père Francis Oppiet. Alors Francis Oppiet, c'est l'apôtre des Africains. Ce préjugé de couleur dont il parle concerne d'abord les coloniaux, puisqu'il commence son témoignage dans le livre « L'homme de couleur » en supposant que, je le cite, « des Blancs qui ne sont jamais allés en Afrique demanderont peut-être si ce préjugé existe vraiment, c'est-à-dire si un homme peut vraiment tenir à distance un autre homme uniquement parce qu'il est d'une autre couleur que la sienne. Quels sont les métropolitains qui ne seront flattés au contraire de recevoir un autre de couleur, de le présenter à leurs amis, poursuit-il. Dans ces rapports d'homme à homme, la couleur ne semble provoquer qu'un étonnement visuel vite dissipé. Cette première réaction est d'ailleurs réciproque, les Noirs ayant les mêmes raisons de se demander, devant un Européen, comment peut-on être si blanc? Dans les deux cas, la couleur n'apparaît ni comme une laideur, ni comme une infériorité. C'est un appel accidentel, c'est un aspect accidentel des humains qui n'empêche pas leur qualité essentielle d'exister, affirme-t-il avec l'assurance du pragmatisme, puisqu'il a vécu plus d'un quart de siècle aux côtés de ces Africains. Mais alors on peut logiquement se demander comme lui, au nom de quel principe on a procédé à l'extermination des populations autochtones d'une grande partie de l'Amérique du Nord, aux impitoyables migrations de milliers de Noirs des côtes africaines vers les Antilles et le continent américain, à la traite, à la relégation odieuse des Noirs de l'Afrique australe sur des terres qui ne suffisaient plus à les nourrir, aux réquisitions arbitraires d'indigènes n'arrivant à leur chantier lointain que malades et amaigris, le travail forcé, sans oublier bien entendu les affres de l'esclavage, mais celui-ci ne fut pas spécifique au seul rapport blanc-homme de couleur, nous le savons bien, il y a les premières formes d'esclavage, c'est homme blanc, et même noir et esclave noir, en Madagascar par exemple. Il ne faut pas oublier que le mot esclave vient de la racine slave, les Slaves ayant été très longtemps les esclaves en Europe. Ces violences et ces cruautés relevaient plutôt d'un goût sordide du lucre, de certaines nécessités sociales,
de l'exploitation intensive des terres, écrit le père Aupier. Son accusation est donc claire, le préjugé de couleur n'est qu'un moyen pour les Européens de justifier la colonisation, telle qu'ils la souhaitent, à leur service, à leur seule gloire et pour leur seul bénéfice. Selon lui, ce préjugé-là n'a rien de comparable avec l'animosité qui a pu parfois exister entre certaines collectivités humaines pour des causes justes ou injustes, par exemple avec les anciennes rivalités entre provinciaux en Europe, bretons contre normands, assez drôle, wallons contre flamands, c'est encore un peu le cas, ou avec des luttes des peuples primitifs contre d'éventuels envahisseurs afin de protéger leur identité propre. Les minorités blanches qui vivent dans les colonies et qui traitent les indigènes avec dédain ou brutalité ne sont pas dans cette situation de rivalité ethnique ou d'insécurité identitaire. La principale cause du préjugé de couleur est que la colonisation a commencé par un acte violent, la conquête, souligne le missionnaire, et que les Blancs qui se sont introduits parmi les populations indigènes à la suite de ces coups de force ont été tentés de se conduire en vainqueurs. Et il ajoute, ceux qui professent un dédain de principe pour des gens de couleur qui ne manquent pas d'arguments, nous nous arrêterons au principal, l'état de dégradation intellectuelle, de dépravation morale dans lequel les Blancs trouvent aujourd'hui les populations africaines. Il faudrait avoir au moins cet esprit de justice élémentaire qui porterait à juger ces peuples non sur quelques étranges anomalies, mais sur l'ensemble de leur moralité et de leurs institutions, non en prenant pour critère nos traditions européennes, mais leurs propres coutumes. Et le père Aupier, s'adressant aux Blancs des colonies, appuie là où le bas blesse. Vous dites encore que ces peuplades sont méprisables dans leur ensemble. Comment comprendre dès lors que le préjugé de couleur, le vôtre, s'exerce de préférence contre les Africains les plus évolués? C'est à ceux-là, et non aux primitifs de la forêt équatoriale, que vous décochez ce trait, injure irréparable, singe. On le voit, le missionnaire ne cherche pas de consensus avec les coloniaux. Il leur assène la plus flagrante des vérités sur leur comportement quotidien irrespectueux vis-à-vis des autochtones. Mais il sait aussi que certains Noirs, qu'on appelle à l'époque les évolués, sont de plus en plus nombreux, qu'ils n'accepteront plus le préjugé de couleur, la sous-estimation de leur propre culture par les Occidentaux, le mépris et les violences de certains Blancs à leur encontre. Et malgré cela, il sait aussi que la plupart des Blancs dans les colonies ne sont pas prêts à accorder un minimum de respect aux Noirs et à leur culture afin de permettre une nouvelle coexistence pacifique. Il en arrive donc à proposer une solution, sa solution. Pour lui, la véritable cause du préjugé de couleur est le manque de personnalité humaine des collectivités indigènes qui, devenues possession d'outre-mer des métropoles, ont perdu leur indépendance politique, n'étant plus constituées en État. Le remède au préjugé de couleur sera-t-il donc pour les indigènes d'avoir le droit de disposer d'eux-mêmes, demande-t-il. Et là, on peut se demander en même temps si le père Aupier n'est pas un petit peu pour une forme d'autonomie, voire d'indépendance. Car il répond, pour être logique, il faudrait répondre oui. Mais il y a le fait de la colonisation, qui a lié le sort des populations indigènes à celui des métropoles en établissant entre elles des rapports de services réciproques d'intérêt commun qu'il serait inopportun, voire même dangereux, de supprimer. Mais dans l'état de colonisation, n'y a-t-il aucun moyen de traiter les hommes de couleur comme s'ils étaient les citoyens d'une grande nation? Donc là, le père Aupier est plutôt intégrationniste. Donc vous voyez, il ne fait que se poser la question en se disant est-ce qu'on peut leur donner l'indépendance? Sa réponse est oui, on pourrait, mais il y a le problème de la colonisation qui fait que maintenant ils sont étroitement imbriqués avec les Blancs. Et la deuxième question, est-ce qu'ils pourraient devenir des citoyens à part entière des pays métropoles qui les colonisent? Donc le révérend ne fait que poser les questions sans trop croire, semble-t-il, à la solution de l'intégration complète. Il termine pourtant son exposé par cette même interrogation. On parlait plus haut du respect dont est entouré un homme qui appartient à un État souverain.
Après de longues années, cet État-là ne pourra-t-il être la métropole elle-même quand elle aura organisé matériellement, socialement, intellectuellement, religieusement ces contrées de manière à en faire des provinces africaines? En fait, en parlant de provinces africaines, il suggère à mots couverts pour les colonies françaises un statut qu'il prône depuis le début de son engagement en faveur de l'Afrique, le protectorat. Dans une conférence qu'il avait donnée à la retraite intellectuelle de Juilly dès 1927, il s'était écrié « Protectorat ». Ce mot contient peut-être à lui seul la vraie formule de la politique d'association qui risquerait de ne pas être appliquée intégralement quand il n'y a pas entre la nation européenne et le peuple africain ou même asiatique l'écran d'un pouvoir civil indigène. Le mot protectorat sortirait comme par miracle de terre et l'on aurait pour ce peuple magnifique les égards que l'on a pour une puissance comme le Maroc. Et oui, à l'époque de l'Empire colonial français, le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. L'Algérie et les pays d'Afrique noire sont des pays totalement soumis à l'État central à Paris. Les entités gouvernantes antérieures, au royaume ou autres, ne sont absolument pas reconnues. Et même le roi du Bénin, par exemple, le roi du Dahomey à l'époque, qui était un grand ami du père Francis Aupier, ne siège pas, n'est pas pris en considération. À aucun moment, les politiques français s'intéresseront à ce roi et iront lui demander son avis, quoi. Il est le roi de la nuit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au père Aupier. Toi, tu es le roi du jour, moi je suis le roi de la nuit, son ami. Voilà. Qu'il me soit ici permis de penser que le missionnaire tout religieux qu'il est, 12 ans après, ne peut plus croire que ce miracle-là aura lieu. C'est pourquoi il n'ose même plus prononcer le mot protectorat par la suite. Si Dieu fait des miracles, la France en matière d'évolution du statut colonial n'en a jamais tellement fait, il le sait bien. N'a-t-elle pas déjà préféré le faire taire en 1931, lui le provincial de la Société des missions africaines, lui l'ethnologue vulgarisateur de l'art nègre, plutôt que de remettre en cause le système colonial français et le statut des colonisés? Voyons les analyses avant-gardistes de l'homme de couleur. Témoignage d'un missionnaire. Ce n'est pas par hasard si Francis Aupier choisit ce titre pour sa contribution écrite à ce remarquable ouvrage collectif, L'homme de couleur, où l'on trouve la participation de noms connus comme Léopold Sédar Senghor, André Gide, André Sidore, pseudonyme de Maurice Schumann, l'ethnographe Henri Labouret, mais aussi ceux d'autres érudits moins réputés, mais tout aussi éclairés sur la question du préjugé de couleur. Le but précis de la première partie, qui constitue l'essentiel du livre parce qu'elle occupe 247 pages sur 340, est de dégager les difficultés de contact là où le blanc et l'homme de couleur sont en présence. Nous explique l'introduction, malheureusement non signée. Chaque co-auteur y va donc de son témoignage par rapport à son propre vécu. L'homme de couleur n'est pas un traité abstrait d'ethnologie de laboratoire. C'est un ouvrage très pragmatique qui passe en revue au niveau planétaire les principales zones où des problèmes de cohabitation se posent: Indochine française, Afrique noire, Antilles, États-Unis, îles Philippines, Afrique australe anglaise, Brésil, Haïti, Chine, Japon. Il y avait bien sûr d'autres zones de friction, évidemment, peut-être de moins grande importance, géographiquement ou sociologiquement, mais n'oublions pas Madagascar et pourquoi pas les îles créoles du sud-ouest de l'océan Indien, par exemple, dont la Réunion et l'île Maurice, et les Seychelles. On peut sans doute transposer la situation en Afrique noire à celle de Madagascar et le cas particulier des Antilles à celui de nos îles créoles. De cet ensemble de témoignages, nous dit-on dans l'introduction, deux conclusions semblent pouvoir être tirées. L'antagonisme entre hommes de couleur et blancs existe dans les deux cas, qui souvent sont confondus mais pas toujours. Quand le blanc se trouve en fait exploiter l'homme de couleur économiquement, socialement, et quand des préjugés absurdes ont imposé à l'homme de couleur un complexe d'infériorité qui d'ailleurs peut s'allier dans un autre sens à un complexe de supériorité tout aussi erroné. Et le rédacteur d'ajouter, il s'ensuit donc que pour rétablir une entente, ces deux obstacles doivent être renversés. Eh bien, on peut se demander aujourd'hui encore si dans les têtes, ils n'ont jamais été.
malgré l'évolution positive du statut de l'homme de couleur, égalité des droits lorsque le noir et le blanc justifient de la même citoyenneté, par exemple en France. C'est moi qui le dis. Mais je voudrais attirer votre attention sur la nuance faite à propos du complexe d'infériorité de l'homme de couleur. Il peut s'allier, nous dit-on, à un complexe de supériorité tout aussi erroné. Cette réflexion de 1939 est particulièrement opportune et apparaît presque en avance sur son temps. En effet, ne s'appliquerait-elle pas, en tout point de vue, à l'image que se donnent quelques citoyens français se revendiquant héritiers de l'immigration en France, notamment dans les banlieues? Car enfin, comment interpréter certaines réactions agressives, verbales surtout, mais aussi, bien que plus rares, physiques et parfois dramatiquement physiques, à l'encontre des Blancs en général, autrement que par ce double sentiment d'infériorité et supériorité? Comment interpréter le besoin que peuvent avoir des lobbies communautaires de rappeler systématiquement la couleur de peau qu'ils seraient censés représenter à travers une certaine culture? Black music, littérature noire, chaînes de télévision ne diffusant que des clips d'artistes présentant un phénotype afro. Nous connaissons bien, nous Réunionnais, les fantaisies surprenantes des métissages humains, et combien les références à la physionomie peuvent être trompeuses. Ces clichés raciaux réducteurs sur des modes culturels contemporaines ne servent pas la culture africaine, celle des ancêtres Yoruba, Peul ou Wolof qu'a rencontré le père au pied dans le golfe de Guinée au début du XXe siècle, celle de la négritude martiniquaise d'Aimé Césaire s'opposant au colonialisme français dans les années 50, celle du Maloya de notre Lélé réunionnais transmettant le souvenir des esclaves de l'île Bourbon. Le rap, le hip-hop, le R&B, le ragamuffin, avec tout le respect dû aux artistes qui s'en réclament, quand ils scandent des paroles de paix entre les hommes, ce qui n'est pas toujours le cas, ne sont pas, à mon sens, résurgents de l'Afrique traditionnelle, mais bien issus des banlieues américaines dans les années 70-80, et ne se sont répandus à travers le monde que grâce à la puissance de l'industrie et du commerce audiovisuel aux États-Unis. En tout cas, ils ne peuvent pas être prétexte à présenter une certaine couleur de peau, même en réaction à un éventuel préjugé de couleur des Occidentaux encore aujourd'hui. Ou alors, il y a le préjugé de couleur, mais dans l'autre sens, ce qu'on appelle ici à La Réunion du racisme à l'envers, comme s'il y avait une sorte de supériorité de la peau brune pour offrir l'image de telle ou telle culture. Je voudrais simplement rappeler ici cette parole d'André Malraux: la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, par les Blancs comme par les Noirs. Voyons maintenant les différents aspects du préjugé de couleur. Le révérend père au pied nous dit ceci: la raison profonde pour laquelle les hommes méprisent d'autres hommes n'est pas l'infériorité d'une couleur par rapport à l'autre, puisque ce mépris est localisé dans le temps. Il ne date que de l'époque de la colonisation vers le milieu du siècle dernier. Il est aussi localisé dans l'espace, puisque ce préjugé est particulier aux coloniaux. Il est surtout localisé quant à ses victimes, puisque celles-ci sont surtout des indigènes qui ont le plus contact et de ressemblance avec les Blancs, et qui sont proprement l'œuvre des Blancs. C'est ce que nous disait le père au pied. C'est assez noir évolué que vous assénez le qualificatif inadmissible singe. En fait, on le voit bien, la couleur n'est qu'un moyen pour les coloniaux de généraliser les choses et de rendre ainsi les indigènes, tous les indigènes, y compris les plus évolués, responsables de leur propre état de colonisé, donc de leur soi-disant infériorité. Ils peuvent ainsi justifier l'administration directe de la colonie par les seuls Européens, puisque ce sont, selon eux, les indigènes n'en seraient pas capables. Ils peuvent surtout justifier les emplois subalternes auxquels ils les réduisent. Bref, ils peuvent continuer à vivre comme des princes, en sachant très bien qu'ils n'auront jamais ces situations quand ils retourneront en métropole. Pour illustrer ce propos que pouvait être la vie coloniale à cette époque, lisons un passage du livre L'homme de couleur dans la partie écrite par Raoul Sereine. Raoul Sereine, c'était le directeur de l'Institut géographique du Vietnam, de 1946 à 1952. Sur la situation en Indochine française. Voilà l'histoire. À la table du restaurant d'un petit village du midi de la France, un professeur qu'une mission appelait en Indochine disait son inquiétude de ne rien savoir de la vie qu'on pouvait y mener là-bas,
Sa femme surtout était inquiète sur ce qu'il faudrait pour sa maison. À quoi un de ses voisins répliqua que, venant de passer 20 ans à Saïgon, il pouvait exactement les renseigner. Et voilà ce qu'il leur dit. Pour votre maison, madame, vous aurez 3 domestiques. Un BEP pour la cuisine, un boy pour le service de la maison, un coulis pour le jardin. Le café était bu depuis longtemps qu'il parlait toujours de grands dîners, de soirées, de réceptions. Et quelle situation occupiez-vous donc demande le professeur qui doit partir. J'étais coiffeur. Et Raoul Seren conclut, il faut de tout pour faire une colonie, et le moindre des Français représente presque autant que le gouverneur général. Le coiffeur avait 3 coulis, 3... Voilà, c'est ça le colonialisme. Cet exemple montre à l'évidence que le classement des individus vivant en Indochine et avec lui leur niveau de vie ne se fait pas selon leur rang social ou professionnel, mais selon leur appartenance communautaire. Les Français, que cela ne gêne visiblement pas, ont bien un préjugé qui leur confère le sentiment de supériorité, préjugé qui s'apparente dans ce cas plus à un préjugé de faciès que de couleur, puisque les Anamites ne sont pas vraiment très foncés, très bronzés. Pour conclure, je dirais que le préjugé de couleur, que l'on peut élargir à tous les préjugés communautaristes, préjugés culturels, n'a-t-on pas entendu un gradé français à La Réunion parler de sous-culture pour la culture créole? Oui, oui. Préjugés religieux ou anti-religieux, préjugés pseudo-ethniques, si souvent évoqués ici. Les caves sont comme ceci, les malbars comme cela, les oreilles comme ça. Préjugés sociaux, voire socio-professionnels, préjugés d'apparence ou de supposition liées à l'apparence. Tout cela n'est ni plus ni moins que relent de racisme. Pour pouvoir vivre avec les autres, pour pouvoir fonder une communauté nationale ou plutôt régionale, il faut au moins en avoir envie. Ce n'est pas en créant des ghettos dorés, ce qui se fait de plus en plus. On se réunit, on fait quelques cases et on entoure tout ça d'un haut mur avec des grilles impénétrables, dans lequel on se regroupe donc entre gens soi-disant de même niveau social, ou à l'opposé en revendiquant des ghettos populaires de non-droit, comme ça existe dans les banlieues en France. Ce n'est pas non plus en occultant la vérité historique coloniale pour en finir avec la repentance, et on entend souvent ça, que l'on fera disparaître le racisme. C'est en acceptant le partage de vie, l'humilité et la reconnaissance de l'autre comme il est, et non comme on voudrait qu'il soit. Voilà les enseignements que le Père Aupier, comme d'autres humanistes, religieux ou non, nous a laissés.